من هذا اليوم الوطني حول التمريض، وأحيل الكلمة إلى السيد معمري موسى والسيدة ميغايز عايدة لترأس هذه الجلسة الثانية من هذا اليوم الوطني للتمريض. تفضل سي معمري. شكرا monsieur Fiala. Honorable assistance, si vous permettez un peu de silence. Si vous permettez, من فضلكم شوية هدوء. Et on débute la deuxième séance. C'est mademoiselle Mégaïs Aïda, kinésithérapeute, qui va modérer ma deuxième communication. Donc, à titre d'information, nous tenons à vous informer Recording in progress. Monsieur Znaghi, un petit moment. Nous tenons à vous informer que la direction de formation par le biais des organisateurs ont mis des dispositifs, un CD. Ceci dit, contient les 3 guides nationaux d'hygiène hospitalière et de l'environnement, donc des établissements de santé publique et privés. Donc, prochainement, honorable assistante, alors, s'il vous plaît. On récapitule que la direction de formation et par le biais des organisateurs ont mis à votre disposition dans les cartables 3 CD qui contiennent les 3 guides nationaux d'hygiène hospitalière et de l'environnement des établissements de santé publics et privés, ainsi que le guide de la gestion des déchets en 2 versions, en arabe et en français. Donc, les communicants sont priés de respecter le temps, et puisque nous avons assez de temps. Donc, nous allons débuter avec M. Znaghi, qui est infirmier major et qualiticien au sein de l'établissement OH Dr Benzerjeb, dans sa communication gestion des soins au niveau des services d'urgence. À vous la parole, M. Znaghi. Merci bien, Monsieur le Président, chers amis, chers confrères, chers assistants, honorables assistants, salam alaikum. Je vais débuter ma communication par un petit vidéo et après je vais décrire ma communication telle c'est la gestion des services médico-chirurgicaux, principalement en Algérie. Je débute vidéo. On parle de l'organisation de la gestion au milieu hospitalier, on parle de l'organisation de la gestion des urgences médico-chirurgicales. C'est vrai qu'on parle, c'est la crédibilité des établissements de santé sont conditionnés par la qualité de la prise en charge des patients initiales dans les services des urgences. Puisque l'organisation des services médico-chirurgicaux, en raison d'une activité non programmée, pose des problèmes de santé même dans les pays les plus développés. Les services des urgences reflètent l'état de santé de toute notre société et la qualité de l'hôpital. En Algérie, ont toujours constitué une préoccupation des pouvoirs de santé publique. Aujourd'hui, les services occupent une place centrale dans le fonctionnement des établissements de santé. Ils constituent une vitrine de l'hôpital et en même temps également une porte d'entrée pour les patients. Et on veut donner un soin de qualité meilleur au sein de nos établissements de santé, en général et en particulier dans les services médico-chirurgicaux. On doit donner une importance à nos personnels de santé. On doit répartir les tâches de travail selon le statut particulier, soit d'école médicale ou bien paramédicale, et en même temps que le personnel de soignants qui exerce au sein des services des urgences chirurgicaux souvent rencontrent au cœur de leur pratique de tous les jours des problèmes quotidiens qui peuvent nuire à son activité pour éviter et pour ainsi freiner l'accès des soins pour les malades. Il faut fixer toujours les objectifs et connaître les problématiques des services des urgences. Il faut déterminer chacun de faire sa mission, son activité et faire donc un soin de qualité meilleure à nos patients. L'accueil dans les établissements de santé représente une part peu prise en compte et occultée par les responsabilités, et les appréhendée de façon dominante
une dimension marginale ou résidentielle, extérieure aux soins, alors qu'il est l'élément clé de toute la stratégie thérapeutique. Une relation sociale fragile et asymétrique. La salle d'accueil d'urgence vitale ou la salle de dispatch est lieu d'accueil au sein des services d'urgence des patients ayant une détresse vitale existante ou potentielle. L'accueil des urgences est une mission essentielle des hôpitaux publics. La prise en charge des urgences ne repose pas uniquement sur le service d'urgence, mais sur l'ensemble des services de l'hôpital. L'organisation de la salle d'accueil est égale au bon fonctionnement. Terminé en salle de plâtre, la pose d'un dispositif d'immobilisation relève dans le rôle propre de l'infirmier, mais il n'a pas le droit de faire un plâtre. Mais c'est presque prise en charge du patient opératoire et apporte une technique au praticien tout au long de l'intervention selon le protocole chirurgical et les règles d'hygiène et d'asepsie. De l'infirmier est assuré une surveillance constante et attentive des patients en vérifiant ses paramètres vitaux. Il lui administre des soins permettant de stabiliser son état de santé. Il veille aussi au bon fonctionnement des appareils médicaux dont la suivi des patients dépend, par exemple, respirateur, monitoring, etc. L'infirmier prépare aussi le traitement sur prescription médicale et en même temps, dans le service des urgences, l'infirmier collabore avec le médecin pour analyser les besoins des patients, décider des priorités, planifier l'intervention et appliquer les soins d'urgence. Dans le domaine de compétences, souvent l'infirmier doit organiser son travail dans une équipe pluridisciplinaire, planifier son activité en fonction des priorités, savoir observer pour discerner le caractère urgent d'une situation et alerter, savoir s'adapter et réagir à des changements fréquents de situation, prendre en charge simultanément plusieurs patients en situation d'urgence différentes, sanitaires, sociales et vitales. Merci bien. Je vais enchaîner tout court ma communication qui part sur la gestion des services au niveau des urgences médico-chirurgicales, puisque la crédibilité des établissements de santé sont conditionnés par la prise en charge des patients initiaux qui sont admis au niveau des urgences médico-chirurgicales. En Algérie, on a toujours donné une préoccupation importante par le pouvoir de santé, puisque le problème des urgences est un problème de santé publique et même dans les pays les plus développés. Actuellement, comme j'ai amené de faire un petit constat dans les services des urgences médico-chirurgicales, dans quelques wilayas de la région de l'Oranie, qu'est-ce que j'ai préféré et j'ai mis toute ma discussion avec le personnel médical, paramédical et même administratif actuel. Les services d'urgence accueillent des personnes qui ont pris de telle même une décision de venir, ou bien qui sont venus soit par le SAMI, par le SMIR, ou bien par les protections civiles, ou bien qui sont orientés par les médecins libéraux. Actuellement, dans les services d'urgence, c'est vrai, c'est un véritable problème de santé publique qui survient de façon brutale, et en même temps, il demande de plus en plus d'importance des exigences. Parfois, on est inculpé par des insultes, des reproches, intimidations, des coups, des crachats et parfois des gifles, des menaces, des morts, destruction des locaux, de matériel par nos usagers. C'est pour cela qu'on est dans l'obligation d'activer et de maintenir le statut particulier et avoir un charge de patients dans nos structures hospitalières. Actuellement, dans les défis des services d'urgence, j'ai évoqué 4 défis. Dans le premier défi, premièrement, on peut y avoir un profil, on ne peut pas y avoir un profil unique au sein des services d'urgence. Nous avons plusieurs profils. Si pour cela, notre profil en tant que personnel de santé, c'est une réponse à leur mal, puisque le profil doit être donc pouvoir de traiter toutes les demandes hétérogènes. Et en même temps, nous avons le deuxième profil, c'est l'hospitalisation en urgence. Et parfois, nous avons des personnes qui arrivent chez nous qui ne nécessitent pas une prise en charge au service des urgences, qui nécessitent une prise en charge ailleurs, dans les polycliniques, etc. C'est pour cela que notre ministère de la Santé, ils ont égorgé un peu les services des urgences en allant vers les soins de proximité, les polycliniques, vers les daïras, vers les communes, etc. C'est un projet qui est en cours. Actuellement, le troisième de gestion, nous, en tant que professionnels de la santé, on joue un rôle très important dans le côté organisationnel et dans le côté de fonctionnement. On doit adapter et faire un meilleur soin à nos patients et en même temps, on doit faire l'exploration de nos patients sur les moyens biologiques et radiologiques. On va préserver nos matériels au sein des services des urgences. Troisième point, il va représenter, ça veut dire la communication joue un rôle très important dans ce domaine-là. Ça veut dire le personnel de santé, il doit influer, communiquer, alerter
et en même temps, elle doit gérer le conflit, soit au latent, soit en avant, soit en latéral. Ça veut dire, actuellement, il y a des problématiques au sein du service. D'ici, j'en suis, si tout un travail informatique. Premièrement, il faut assurer, par exemple, il faut assurer une présence médicale constante. Parfois, on se trouve avec une garde vide. Il y a un manque d'un médecin réanimateur, un manque de chirurgien. L'équipe n'est pas complète. On va essayer de redresser, d'avoir une équipe pluridisciplinaire qui assure la garde 24/24. En même temps, avec un équipement médico-technique, souvent, nos patients nécessitent un examen d'exploration, soit biologique ou bien radiologique, et avoir des résultats dans la prise en charge globale des patients. C'est la satisfaction des patients. On est là pour satisfaire nos patients et en même temps, il faut penser à humaniser les conditions d'accueil. C'est pour cela notre tuteur ministère de la Santé, ils ont bien basé sur l'organisation d'accueil au sein de toutes les structures de santé en général et en particulier dans les services des urgences médico-chirurgicales, puisque l'accueil est le pivot de l'organisation hospitalière. Actuellement, je vais essayer uniquement, puisque la journée elle est dédiée pour les paramédicaux, j'ai essayé de donner uniquement le travail des personnels paramédicaux. Le personnel paramédical est les responsables de la salle de déchocage, puisque dans le service des urgences, nous avons la salle d'accueil et nous avons la salle d'accueil d'urgence vitale. Nous avons deux salles d'accueil. La salle d'accueil d'urgence vitale qui accueille uniquement deux pathologies pronostiques, c'est la pathologie cardiaque et la pathologie respiratoire, qui fait un rôle très important dans la prise en charge de nos patients, puisque si on arrive que la salle d'accueil d'urgence vitale, c'est la salle de déchocage qui est sous la responsabilité d'un infirmier, c'est pour cela les principes directeurs. Il faut revoir la structure doit être adaptée. Dans la salle d'accueil, elle dépasse les 25 mètres carrés, en principe, puisque la salle d'accueil qui comprend tout un chariot d'urgence, des seringues électriques, les moyens de rein, les moyens de civilisation, une prise en charge qui ne passe pas les 24 heures dans la salle d'accueil. Puisque la salle d'accueil, elle est nue, elle ne comporte pas des lits d'hospitalisation, elle comporte uniquement des lits de consultation pour agir vite pour la prise en charge d'une vie vitale. Actuellement, le rôle de la salle d'accueil, ça veut dire que c'est un diapo. On va essayer comment faire classifier les urgences en Algérie. On doit la classifier sur 4 points selon les directeurs dédiés par notre ministère de la Santé. C'est vrai, c'est les urgences vitales, c'est la prise en charge dans le pronostic vital en cas de détresse. La deuxième classification, c'est les urgences absolues à l'extrême, surtout les accidents de la voie publique. Actuellement, nous avons eu la pandémie de Covid-19, puisque les maladies émergentes et émergentes posent un problème étatique. Souvent, on est là pour répondre à ces dérivés. Nous avons les urgences relatives, c'est les pathologies aiguës, c'est le pronostic vital. Je vais donner tout un schéma pour voir. Et les urgences différées, c'est la prise en charge des pathologies chroniques et autres choses. Actuellement, dans le service des urgences, nous sommes dans l'obligation d'avoir une équipe soignante performante, qualifiée, et non pas une équipe de quantité. Actuellement, il est rapide pour faire le déchocage, la mise des conditions immédiates, ce que vous devez faire, ce que vous devez savoir, la prise en charge en urgence et ultérieurement. Nous sommes dans l'obligation d'avoir nos compétences professionnels de santé et en même temps faire les orientations et un travail pluridisciplinaire. On travaille en binôme avec les malades, avec les usagers, avec les praticiens et autres. Actuellement, le service des urgences en Algérie, j'ai pris un schéma qui répercute tout le travail dans le service des urgences. Actuellement, si nous avons la salle d'accueil, nous avons la salle d'accueil qui comporte le tri avec l'infirmier d'accueil et le médecin régulateur ou bien le médecin urgentiste. Après, le patient, il passe dans les consultations. Dans les consultations, on se trouve un médecin et un infirmier d'accueil, dont le médecin il peut poser le diagnostic médical, puis il va orienter le patient. Le patient il doit être amené par l'infirmier d'accueil, soit dans la prise en charge immédiate, il va l'exporter soit en salle de déchocage, ou bien dans la salle d'accueil, ou bien dans la salle d'observation, ou bien pour exploration biologique et radiologique, et en même temps, soit il va l'orienter vers une prise en charge avec des lits dans la salle d'observation, puis on va prendre la décision soit à l'époque actuelle ou initiale, si le pronostic donné par le praticien qui occure. Par contre, la deuxième consultation, pas de diagnostic. Le médecin il est perturbé pour poser un diagnostic vital. Souvent, nous avons des malades avant nous qui demandent des explorations, soit un ECG, soit un scanner, soit un bilan biologique. Ça veut dire que l'infirmier doit accompagner le patient pour l'exploration et va faire le recours avec le médecin, puis les consultations pour la deuxième fois le médecin pour donner une exploration, soit on va l'orienter, soit on va l'amener soit vers un médecin spécialiste, ou l'orienter vers un autre service, ou bien vers un CHU. Actuellement, si on parle de participation, je vais aller vite puisque je suis pris par le temps. Actuellement, nous avons plusieurs zones. Premièrement, la zone administrative qui
un point immédiat, il faut savoir recueillir les informations du patient, qu'elle est nécessaire, et en même temps, puisque actuellement, le ministère de la Santé a facilité la tâche d'accueil. Actuellement, on parle de la numérisation des hôpitaux, le dossier électronique patient. Ça veut dire, c'est simple, avec carte CFA, on peut avoir tous les renseignements des patients et ça passe vite. Je pense que tous les établissements de santé sont dotés par ce logiciel de dossier électronique patient. Actuellement, on parle de la zone d'accueil, c'est l'accueil qui se fait par le médecin et le paramédical, et un rôle très important, et en même temps, nous avons la zone de soins dont le personnel paramédical donne un soin de qualité meilleur à nos patients en collaboration avec nos praticiens. Et en même temps, si nous exerçons au service des urgences, n'oubliez pas que nous avons un point de soin relationnel, c'est qui joue un rôle très important des soins relationnels, puisque actuellement, un patient qui va venir chez nous, il est en colère, en détresse, en angoisse. Ça veut dire, nous, en tant que professionnels de la santé, on joue un rôle très important d'être à l'écoute active du patient. On est à l'écoute du patient puisque le patient, actuellement, il est devenu très exigeant. Et très bien, on est dans l'obligation d'être calme, diplomate, et avoir un client dans le bain, on va donner un soin de qualité pour égorger un peu le fil d'accès au sein des services d'exigence. On peut aller par le tri, c'est un moyen d'égorger un peu les services d'exigence et une priorité puisque le risque est de liser les autres patients qui auraient d'être vus. Il y a une priorité dans des box, les box verts, jaunes, etc. Chaque structure a ses habitudes de travail. Actuellement, autant que la journée est purement paramédicale, j'ai bien précisé ici l'infirmier au service des urgences. L'infirmier de service des urgences est au cœur des urgences et un rôle très important. Et c'est la plaque tournante, son rôle propre et son rôle médical délégué à l'infirmier, mais elle ne doit être pas dépasser le profil de poste. Actuellement, l'infirmier d'accueil joue un rôle très important avec le médecin régulateur ou bien le médecin urgentiste. En même temps, c'est lui qui va amener le patient pour des différentes explorations, biologiques, radiologiques, etc. C'est lui qui va ramener et accueillir le patient et son entourage. Il doit rassurer le patient pour donner un soin meilleur. Actuellement, c'est vrai, j'ai bien précisé que l'infirmier responsable dans la salle d'accueil, il joue un rôle très important, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer dans la salle d'accueil. La salle d'accueil, en principe, est sous la responsabilité d'un infirmier de santé publique. Il doit vérifier le chariot d'exigence quotidiennement, puisqu'il y a plusieurs paliers. On ne peut pas jouer, c'est un indicateur de qualité du chariot d'exigence. C'est ça. Ça c'est parmi les défaillances qu'on doit le soulever ensemble. Actuellement, on doit reconnaître les signes d'un patient en état de choc. Il ne faut pas aller à l'erreur devant une épigastralgie et que le patient présente une fracture de myocarde. Ça veut dire qu'il faut, à côté de faire un ECG adapté en cas de versement, le QRS, il va sonner la sonnette d'alarme tout court auprès de médecin pour aller donner Pavix, etc. Et en même temps, certains des médicaments d'urgence, il doit toujours vérifier la date de péremption de cette exigence et en même temps apprécier les techniques invasives pour ne pas tomber dans les événements indésirables liés aux soins. C'est les conseils, c'est les précautions complémentaires qui a bien parlé, bien expliqué mon cher ami Mamre Moussa. Et de connaître les principes états de choc. Un paramédical avec ses compétences, il doit connaître les états de choc et savoir mettre en place les protocoles. Actuellement, on parle des protocoles, des guidelines, des checklists et des fiches de liaison. On est dans l'obligation d'aller accès à ces protocoles qui sont visés, validés par le médecin-chef de service pour donner un soin meilleur. Actuellement, l'infirmier en salle d'observation, c'est vrai, il joue un rôle très important. C'est la plaque tournante dans la salle d'observation. C'est lui l'interlocuteur entre le médecin et les âgés ou bien le patient. C'est lui qui doit effectuer tous les soins donnés de son rôle propre et son rôle délégué. Je vais passer vite. Actuellement, si on parle de l'infirmier en réanimation des urgences, parfois, on se trouve dans le service de réanimation, 10 malades, 11 malades. C'est vrai que l'infirmier il peut prendre uniquement en charge entre 2 à 4 patients dans le service d'urgence pour donner un soin meilleur et pour éviter les actions des événements indésirables liés aux soins et en même temps pour dispenser un soin meilleur et surtout sur l'hygiène et confort du malade qui est notre acte autant que personnel paramédical qui rentre dans notre rôle propre de l'infirmier. Actuellement, si on parle des compétences, je vais aller vite parce que j'ai pris beaucoup de temps. J'ai essayé de vous donner les compétences. Les compétences infirmières, parfois,
les compétences infirmières, nous avons les compétences organisationnelles et logistiques. Actuellement, on parle de la TIC, de la technologie information communication. L'infirmier doit communiquer et doit manipuler l'outil informatique. Il doit être organisé dans ses services avec la répartition des tâches de travail. On pense aussi à l'instauration des fiches de poste, puisque le fiche de poste joue un rôle très important et qui va définir les tâches, les fonctions et la mission de chacun de nous. C'est un rôle primordial, l'instauration des fiches de poste. Actuellement, les compétences relationnelles, on est dans l'obligation d'aller aux compétences relationnelles. C'est entre l'usager, le patient, l'entourage et entre nous, en tant que professionnels de la santé, puisque nous sommes épuisés dans le service des urgences. On est dans l'obligation parfois d'aller voir un psychologue de travail pour nous prendre en charge en général et en même temps de soulager et faire des briefings entre le cadre paramédical et le médecin juriste pour gérer le conflit de nos services qui est géré quotidiennement. En plus de ça, les compétences en information et en communication, nous sommes responsables d'informer, mobiliser, alerter et donner un soin meilleur à nos patients. Et en même temps, les compétences économiques, sur le plan coût, on doit économiser, surtout les besoins. Il faut faire très attention de pratiquer, intégrer les connaissances, acquérir les connaissances et démarrer la formation qui joue un rôle très important, surtout la formation. Ce que nous faisons ensemble, on le fait tous les jours. Actuellement, j'ai pris quelques recommandations à propos de la gestion des services médico-chirurgicaux. Premièrement, on doit améliorer la gestion des flux des patients au service des urgences par le service de tri. Il y a deux services d'accueil et le service d'accueil des urgences médico-chirurgicales. On doit absorber le tri par la répartition des tâches de travail que je lui ai dit dans les slides en avant. La mise en place d'une démarche qualité pour la prise en charge d'urgence, que ce que nous manque chez nous, ça rentre dans le cadre de projet d'établissement, puisque le projet d'établissement qui comporte plusieurs sous-projets, le projet médical, projet paramédical, projet social et projet qualité. C'est ça, on doit toujours partir aux indicateurs de bord et on va prendre les défaillances des indicateurs et on va installer tous les indicateurs au sein des services des urgences médico-chirurgicales pour arriver à donner un soin meilleur à nos patients, puisque je l'ai dit que le patient il est devenu très exigeant maintenant. C'est ça. Il faut pratiquer les bonnes pratiques des urgences. On ne parle plus des anciennes habitudes, sinon non, on va pratiquer les checklists, les protocoles, les nouvelles techniques qui est actuellement tout ira. Ça veut dire actuellement, on est obligé d'aller changer un peu le comportement de nos personnels et d'aller avoir les bonnes pratiques aux urgences. Il faut favoriser des bonnes conditions de travail. Le personnel paramédical, la prise en charge dans le service de médecine de travail, la prise en charge psychologique, doter le personnel par des moyens, par des gestions de détails, comme bien hébergé, bien protégé, etc. Et ça reflète sur le personnel paramédical pour donner un soin de qualité meilleur à nos patients. Et enfin, il faut sensibiliser la population à l'existence des urgences de proximité pour égorger un peu le service des urgences au niveau des grandes villes. Actuellement, je vais finaliser par une petite conclusion. L'organisation et l'harmonisation des activités du service qui est la vitrine de l'établissement hospitalier doit faire preuve d'une organisation. L'organisation des soins occupe une place essentielle dans la prise en charge des patients et elle est nécessaire pour la meilleure qualité de soins infirmiers et en même temps, elle est utile pour le déroulement de soins infirmiers avec un état satisfaisant pour le personnel et paramédical et le patient. En même temps, donc, elle est un facteur très important pour faciliter la réalisation des soins. Et je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Zinaghi Boussif. On vous remercie pour cette remarquable communication. J'avoue que vous avez relevé des points très pertinents. On vous remercie. Et maintenant, on va continuer le déroulement de cet événement avec Monsieur Koudjiti Abdelnasser, professeur d'enseignement paramédical, UNFSPM Punsen, avec la gestion des déchets radioactifs. Monsieur Koudjiti. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
Ravi de me trouver avec vous pour célébrer la deuxième journée, la deuxième session de la 13e journée nationale des soins des infirmiers, comme thématique l'hygiène hospitalière et la gestion des soins au niveau des services des urgences. Chers collègues, mesdames, messieurs, honorables assistants, Monsieur Mamré, Madame la modératrice, par le biais de cette journée, je profite de remercier les membres, les comités d'organisation pour la confiance qui nous a attribuée pour me permettre de présenter cette nouvelle présentation concernant la gestion des déchets radioactifs. Je me présente, M. Koujati Abdel Nasser, enseignant paramédical à l'Institut national supérieur de sage-femme de Tlemcen. Donc, on parle toujours sur les pathologies qui consistent les micro-organismes. Mais malheureusement, on oublie un volet très important parce que les littératures actuelles, ils parlent ce qui concerne les pathologies génétiques, où là, toutes les pathologies sont d'ordre génétique. Actuellement, les littératures actuelles, elles parlent que toutes les pathologies sont d'origine génétique. C'est-à-dire que c'est la conception génétique qui fait l'instauration des pathologies. Donc, les déchets radioactifs, ils ont un effet indésirable sur la conception, la relation ou bien les liaisons de l'ADN, les cassures, ce qu'on appelle en général les aberrations chromosomiques. Les aberrations chromosomiques, soit de nombre et surtout qui touchent l'intégrité du chromosome. Donc, j'ai dit que la sécurité des patients et des praticiens et la lutte contre les événements indésirables et inévitables liés aux soins constituent une préoccupation intéressante dans le monde de la santé. Elles sont vues comme des éléments prioritaires dans l'amélioration et ce qu'on appelle actuellement la prestation de services. Donc, dans ma présentation, j'essaie de vous donner quelques notions sur la gestion des déchets radioactifs. Donc, j'ai instauré un plan. Je vais commencer par les notions de base concernant les produits radioactifs, les types de déchets radioactifs hospitaliers, parce qu'on est dans une journée médicale. Je vais terminer sur la gestion des déchets radioactifs proprement dite et je termine avec une conclusion. Comme objectif dans ma présente intervention, en premier lieu, de savoir les effets potentiels des rayons ionisants sur l'organisme, connaître les différents déchets radioactifs des produits à l'hôpital et enfin comprendre la gestion des déchets radioactifs et les méthodes de stockage. Donc, c'est quoi la médecine nucléaire? La médecine nucléaire, c'est une science médicale qui consiste à utiliser des isotopes, soit pour traiter ou bien pour diagnostiquer des traitements curatifs et même des traitements palliatifs lorsqu'on parle de samarium. Donc, on utilise les produits. Le technétium. On utilise pour les thérapies métaboliques concernant lorsqu'il y a un cancer de la thyroïde pour nécroser le parenchyme thyroïdien, on utilise l'iode 131 et dans les dosages radioimmunologiques. Pour les dosages radioimmunologiques, je vous tire votre attention, surtout pour les biologistes, cette méthode, elle n'est pas bien connue. Et dans ce sens, j'ai sollicité Mme House de faire une présentation à distance nationale pour sensibiliser, ça veut dire l'efficacité des dosages radioactifs parce qu'elle revient moins chère. Si je prends l'exemple surtout pour la vitamine D,
La vitamine D qui rentre dans tous les métabolismes de l'organisme, très important dans les métabolismes de l'organisme, la physiologie humaine. Le kit de l'ERIA, ça revient après 20 000 dinars. Et pour les autres méthodes, soit une méthode enzymatique ou bien une méthode radiobiologique, donc le montant, c'est 280 tout taxe. Donc, c'est une différence très importante. Donc, il faut pour attirer l'attention, surtout pour les biologistes. Pour un déchet radioactif, c'est quoi un déchet radioactif? C'est un résidu radioactif issu d'utilisation d'une source radioactive ou ayant été contact, ça veut dire soit c'est un isotope proprement dit. C'est quoi l'isotope? L'isotope, j'ai oublié de donner une notion sur l'isotope. L'isotope, lorsqu'un atome a la tendance à saturer sa dernière couche. Donc, le noyau est en effervescence, il fait de l'énergie. Cette énergie, elle est traduite de rayons. C'est ça la radioactivité. Donc, je dis que le résidu radioactif issu de l'utilisation du source radioactif ou ayant été en contact avec celle dont on estime à l'abandon. Donc, sa valeur économique, elle est nulle. Elle ne génère pas de bénéfices. Donc, elle est toujours biologiquement nocive. Quelques concepts concernant la gestion des déchets radioactifs, on parle de irradiation. C'est quoi l'irradiation? Une personne subit une irradiation lorsque des matières radioactives irradient le corps à distance ou en dehors de celui-ci. L'irradiation s'arrête lorsque la personne s'éloigne suffisamment de la source ou lorsqu'elle n'émet plus de rayonnement. Ça veut dire on reflète à la loi de la radioactivité, le temps, la distance et l'isolement. Donc, le deuxième concept, c'est la contamination. Une personne subit une contamination lorsqu'il y a eu un contact avec des substances radioactives. À différence de l'irradiation, la contamination est transférable. Ça veut dire via l'air respiré, digestion d'aliments contaminés. Donc, il y a plusieurs types de déchets radioactifs. Des déchets solides, ils se révèlent des générateurs, des capsules vides, des capsules pour l'érathérapie métabolique ou bien des capsules pour faire de thérapie palliative comme le samarium, un kit de dosage non utilisé, des gants, des seringues, papier absorbant, coton, etc. Donc, les déchets liquides et gazeux, ça veut dire que c'est des déchets qui viennent résidus d'édition de source, solution d'aspiration, effet du patient injecté, gaz épuisé lors d'une scintigraphie de ventilation pulmonaire, et ça s'utilise au niveau de nos urgences pour des examens d'urgence lorsqu'il s'agit, et ça ne manque pas au niveau de nos établissements, surtout le taux, ça veut dire la prévalence des embolies. Pour lutter contre les embolies, le meilleur diagnostic, c'est d'utiliser une scintigraphie pulmonaire pour injecter un radiotraceur et voir s'il y a l'installation d'une embolie ou non. Donc, les éléments radioactifs volatiles, parce que la spécificité de l'iode 125, il est très volatile. Donc, pour la gestion des déchets radioactifs, j'ai établi 5 paliers. Chaque palier a sa dimension. En commençant par la minimisation, ça veut dire rendre le déchet radioactif en faible quantité. Deuxièmement, la collecte. En troisième position, voler ou bien voler, c'est le tri, de trier. Le quatrième, c'est le traiter, les conditionnements. Et en dernier, c'est l'entreposage. Ça veut dire parce que le seul remède de ces produits radioactifs, c'est l'entreposage. Ça veut dire même l'AIEA, l'Agence internationale, elle a lancé en cadre d'AFRA, ça veut dire des cours concernant les produits radioactifs, ceux qui sont délaissés au niveau des guerres, comme le cas de Reagan ou au niveau de la Deuxième Guerre mondiale, qu'ils ont laissé des sources scellées ou bien non scellées, des produits à l'abandon, des produits radioactifs. Donc, le seul remède, c'est
l'entreposage. En premier lieu, le premier palier, c'est la minimisation. La minimisation consiste à une première étape importante dans la gestion des déchets. Donc, le volume des déchets et leur radioactifs soient minimisés. Les principaux stades du process ou du processus de minimisation des déchets comprend la réduction et la réutilisation. En deuxième lieu, la collecte. Donc, les déchets radioactifs solides sont recueillis dans des sachets poubelles de couleur blanche fermés en permanence et les déchets liquides dans les cuves. La traçabilité des déchets radioactifs est obligatoire. Ça veut dire étiquette, ça veut dire en premier, c'est le label, c'est le slogan. Après, c'est le nom du radioactif parce que chaque radioactif a sa spécificité et sa durée de vie, ce qu'on appelle la demi-vie. Date d'élimination, c'est normal, pour mieux gérer la durée de vie, il faut une date et la radioactivité. Le deuxième, c'est le tri. Ça veut dire on peut sélectionner ces produits radioactifs selon leur mode de leur nature, selon le type de radioélément, selon sa provenance. Donc, selon la nature solide, combustible ou non combustible et gazeux, selon le type de radioélément, ça veut dire sa spécificité de sa durée de vie. Selon leur provenance, ça vient de la scintigraphie, de laboratoire, parce que s'il devient, ça veut dire si sur l'origine, c'est labo, on pense à l'iode 125, c'est un élément qui a la durée de vie plus que l'iode 131 et il est volatile. Le traitement et le conditionnement, l'objectif du traitement et du conditionnement des déchets est la transformation des déchets radioactifs et en finalité stable, conforme aux critères requis pour le stockage, puis l'élimination finale. Les opérations de traitement et de conditionnement des déchets radioactifs doivent être centralisées sur un seul site. Ça veut dire qu'ils sont bien limités, bien localisés pour éviter toute contamination. Donc, le traitement et le conditionnement comprennent généralement l'incinération. Actuellement, on parle plus d'incinération. J'ai utilisé ce mot pour faciliter parce qu'actuellement, on parle de broyage, le compactage et l'immobilisation. Donc, l'an dernier, l'entreposage consiste à la mise en colis des déchets radioactifs dans une installation appropriée. Ils sont entreposés temporairement pour une période appropriée. Ça veut dire on sous-entend la demi-vie dans l'attente d'une solution définitive, 10 fois la période physique. Ça veut dire jusqu'à atteindre la dose admissible, qui est deux doses admissibles. Ça veut dire la dose admissible pour les praticiens et la dose admissible pour les patients. Parce qu'actuellement, en médecine nucléaire, on utilise des faibles doses à usage médical. Ce n'est pas des fortes doses pour irradier comme on utilise des isotopes. Ça veut dire que ce n'est pas l'uranium ou bien c'est des isotopes qui ont une durée de vie sont limitées. Permettre la diminution de la radioactivité au niveau naturel, ça veut dire soit de générateurs, soit des capsules, soit des fûts. Parce que c'est quoi le générateur? Le générateur, elle est constituée d'une poche de l'eau physiologique reliée avec une tubulure avec la molécule de molybdène. Donc H2O plus 2 molécules de molybdène, elle libère du technétium. Donc, je donne quelques exemples concernant la durée de vie ou la demi-vie concernant les radioéléments les plus utilisés au niveau de nos hôpitaux ou bien de nos services de médecine nucléaire. Ça veut dire l'iode 125, c'est soit la demi-vie 60 jours, c'est l'équivalent. Le stockage, c'est 20 mois. L'iode 131, c'est 8 jours, c'est l'équivalent de 2 mois et demi. Et le technétium, qui est très faible, dégradé, la dégradation, ça se fait dans les heures, c'est 2 jours et demi. Donc, j'ai implanté un circuit pour donner une idée générale sur la gestion. Donc, il y a 2 types de déchets solides, des solides qui sont combustibles. Donc, on fait un broyage ou une incinération, on les fait dans des fûts. En revanche, concernant les non combustibles, c'est non combustible. Monsieur Koujiti, pardon. Un peu de silence, Baraklaoui. Un peu de silence. Il a fait des efforts.
Je vous informe que vous implantez sur les micro-organismes, etc. Donc, je vous dis de la littérature actuelle. La littérature actuelle, par toutes les pathologies, c'est d'origine génétique. Actuellement, il faut faire des études concernant l'ADN transrelationnel. C'est un ADN qui est celui, il est capable, actuellement par de germes, de parasites, qui fait le transport de ces infections. Donc, il faut faire très attention. On est planché sur les micro-organismes et je veux les littératures actuelles, elles parlent d'un autre volet. C'est la génétique, c'est la transformation de l'ADN transrelationnel, etc. Donc, c'est un sujet très important. Donc, je passe au circuit. J'ai schématisé un circuit de déchets liquides. Ça veut dire la filtration, puis dans des fûts ou bien l'aspiration, on fait le stockage. Donc, l'estimation d'un service de médecine nucléaire, on fait des bacs. On fait de retenue d'eau de 12 mois. 2 bacs, ça veut dire une année, on fait la récolte dans le premier bassin. La deuxième année, on fait la récolte dans le deuxième bassin. Lorsqu'on se trouve les 2 ans, on est à 24 mois. Ça veut dire au temps de la demi-vie ou bien de la dose admissible. Actuellement, on parle d'après l'Organisation mondiale de la santé, c'est de 3,7 millisieverts. On considère que le produit, ça veut dire que c'est un produit hospitalier. On fait la gestion comme un produit hospitalier. Donc, enfin, ou bien c'est le mot de la fin, je vais conclure. Donc, la gestion des déchets radioactifs hospitaliers doit être une préoccupation primordiale dans la protection du personnel, des praticiens et dans l'environnement contre les rayonnements. Parce que c'est des contaminations ou des événements qui sont indésirables, mais ça arrive, c'est normal. Parce que actuellement, notre but de ma présentation, c'est de donner une vision. Ça veut dire concernant lorsqu'elle parlait notre confrère, notre coéquipier, il a évoqué le problème de gestion concernant les gestionnaires. Et dans ma simple petite présentation, modeste présentation, ma vision, ça veut dire de donner une vision stratégique dans un but d'instaurer une culture organisationnelle, de manager, comment gérer ces produits, soit des produits à usage infectieux, des produits radioactifs, etc. Donc, la gestion des déchets radioactifs hospitaliers doit être une préoccupation primordiale dans la protection du personnel, des patients et de l'environnement contre les rayonnements. Il est nécessaire d'établir des plans de gestion, de restructuration, d'administration dans les hôpitaux concernés par la radioprotection. Donc, ça nous amène de penser qu'il faut doter nos établissements de santé avec ce qu'on appelle les gens compétents. Ça veut dire un responsable ou une personne qui gère les produits, soit les produits de la personne compétente, ce qu'on appelle une personne qui est bien informée sur la radioprotection. Il est nécessaire d'établir un plan de gestion, de restructuration d'administration des hôpitaux concernés par la radioprotection. La préparation des moyens économiques, bien sûr, le budget spécial, technologie ou structures, aménager les locaux de stockage et intellectuellement, ça veut dire ce qu'on fait aujourd'hui avec, je tiens par l'occasion à remercier notre sous-direction de formation pour nous donner l'occasion pour faire des formations, de la formation continue pour nos personnels, pour les praticiens, pour les gestionnaires, etc. La formation des personnels, sensibilisation de population pour les futures structures actuellement des services de médecine nucléaire ou de radiothérapie. Parce qu'on doit avoir la notion structurale, architecturale, structurale de nos établissements qui répond aux normes soit de nos radioprotection ou là en infection. Et je vous remercie.
Merci, M. Koujiti. Donc, il y a ce message que vient de me transmettre notre informaticien, que les 3 guides d'hygiène hospitalière seront déjà téléchargés sur chat, donc vous pouvez les télécharger, ils sont disponibles. Merci, M. Koujiti, pour cette pertinente communication. Je demande à nos confrères et consoeurs le silence. Le silence, c'est le respect à notre confrère qui présente sa communication, car il a fait énormément de travail pour présenter cette formation. Donc, on profite le maximum. On passe maintenant à la communication de M. Tajin Abdallah, qui est infirmier de santé publique major, le PACD Ali Mustaghanam. Sa communication intitulée « Le cadre de santé publique, un acteur dans l'amélioration de l'hygiène hospitalière ». À vous la parole, M. Tajin. Bon, bismillah. Je me présente, M. Tajin Abdallah, infirmier major de santé publique, hôpital Sideli Wilaya de Mustaghanam. Le cadre de santé est un acteur dans l'amélioration de l'hygiène hospitalière. Un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle ou des rôles. Dans notre communication, le cadre de santé a pour rôle d'améliorer l'hygiène hospitalière. Ce n'est pas de faire, mais de jouer un rôle dans l'amélioration de cette hygiène hospitalière. Donc, comme introduction, l'hôpital a pour mission de bien soigner ou mieux soigner le malade. Ce n'est pas de soigner, mais de mieux soigner les malades. Cependant, peut à tout moment devenir un danger pour ceux qui viennent chercher un remède. Donc, c'est à nous de gérer cet hôpital, soit vers la bonne direction ou la mauvaise direction. Donc, le cadre paramédical a cette particularité, c'est-à-dire c'est lui qui joue un rôle dans l'amélioration de l'hygiène hospitalière, et en appliquant l'hygiène hospitalière qui des attitudes à pratiquer sur le terrain afin de contribuer à la promotion de l'hygiène hospitalière. Il peut se montrer comme un acteur, non seulement un acteur, mais un acteur essentiel, c'est-à-dire des premiers rangs. Pourquoi? Pour la promotion de l'hygiène hospitalière, et il peut se montrer, comme j'ai dit, un acteur essentiel dans l'amélioration de cette hygiène hospitalière. Des résultats concernant la qualité, qui est un engagement de tous les professionnels de santé, la qualité. Donc, lorsqu'on parle de qualité, on parle de sécurité de nos patients, donc des résultats concernant la qualité et la sécurité des soins, en maîtrisant la survenue des infections. Donc, les infections peuvent apparaître. On a un rôle de maîtriser, d'appliquer des attitudes pour faire disparaître, pour que ces infections n'apparaissent pas et infectent nos malades. Donc, voilà les typologies des risques. On a les risques peuvent être d'autres structures ou activités liées aux patients, au matériel, au personnel. C'est-à-dire tous ces risques. Et lorsqu'on parle de risques, on parle de coûts sur l'économie de santé, une durée de plus pour l'hospitalisation de nos malades. Donc, risque, c'est un facteur néfaste pour la santé de nos patients. Et comme tous ces risques, on a comment faire face dans l'hygiène hospitalière. C'est-à-dire en pratiquant ces recommandations qui se trouvent au niveau d'hygiène hospitalière, on évitera tous les risques. Par exemple, si on parle de non-respect de règles d'asepsie, c'est un acte non professionnel. Et le cadre de santé a pour but de veiller sur l'application des règles, des pratiques. C'est-à-dire, pratique professionnelle veut dire une sécurité des patients, de nos patients. Donc, le rôle de cadre paramédical et le rôle de cadre est de veiller sur les soins de qualité. Lorsqu'on parle de qualité, ça veut dire qu'il y a un jugement. Et lorsqu'on jugement, c'est notre santé, c'est notre système de santé qui est mis à l'épreuve. Et comme nous sommes des ambassadeurs de notre système de santé, il faut avoir des pratiques professionnelles de choix, non des pratiques de choix, c'est-à-dire un jugement. Donc, au niveau le cadre paramédical a des volets
Par exemple, au niveau de ressources humaines, la gestion directe de personnel paramédical, c'est son rôle propre à lui. Identification des besoins en formation personnelle. Par exemple, moi, je travaille dans un service d'oncologie. Ils m'ont affecté une affectation d'un infirmier qui a un diplôme de soins, mais pour faire face à des malades cancéreux, il le faut une formation ciblée. Donc, c'est au cadre de santé d'identifier son besoin et évaluer. C'est tout à fait normal. On ne peut pas évoluer sans évaluer. On ne peut pas évoluer. C'est-à-dire, évoluer, ça veut dire un jugement positif. Évoluer. Donc, il faut évaluer. Accueillir et organiser l'encadrement des nouveaux personnels. C'est tout à fait normal. Le stagiaire, c'est un produit de demain. Donc, il faut semer les bonnes pratiques professionnelles afin de demain, on récolte un travail de choix et de qualité. Au niveau de contrôle de qualité, c'est-à-dire en quelque sorte, le cadre paramédical, c'est une alarme lorsqu'il voit une défaillance, une pratique non professionnelle. Une pratique non professionnelle, ça veut dire un jugement négatif sur de santé, donc réalisation et communication. On ne peut pas ne pas communiquer. On communique tout le temps. Donc, c'est pour cela, communication du projet paramédical. Ce projet le projet paramédical, qui est un élément du projet de l'établissement qui fait l'orientation ou les grandes lignes de projet de l'établissement. Donc, le cadre paramédical, c'est un acteur de projet. De quoi? De l'établissement à travers le projet paramédical, du service ou de l'unité en liaison avec médical. C'est tout à fait normal. Nous travaillons sur l'autorité médicale. Bon, proclamation hebdomadaire et journalière des activités du service de l'unité, c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On a un malade à préparer, on a un autre qui a un bilan, ainsi de suite. Donc, c'est en quelque sorte, c'est un contrôle-maître. Donc, répartition des gestions des ressources humaines, c'est tout à fait normal, afin qu'il aura une bonne organisation de travail. Suivi les bilans des activités de l'unité. Au niveau du matériel, tout à l'heure, le professeur a parlé que le cadre de santé, il devra contribuer à signaler tout problème bon, coordination et suivi des prestations de maintenance logistique. Il est défini les rôles qui sont rôles, symboles, agents de liaison, lièdres, observateurs, diffuseurs, porteurs de parole, entrepreneurs et réalisateurs. C'est-à-dire, soit il est là, soit il n'est pas là. Donc, le concept de savoir-être, il devra être. Donc, le rôle, il a un autre rôle dans le côté, le rôle de mettre en œuvre des mesures de précaution afin d'éviter. Donc, le cadre paramédical est chargé. Bon. Donc, le rôle de leadership. Bon, le cadre paramédical. Bon, le cadre paramédical et surveillance médicale est chargé de veiller à la qualité d'hygiène et conformité avec le programme de l'établissement et les bonnes pratiques de soins. C'est-à-dire, il contribue, il surveille, il contrôle. Assurer un approvisionnement et une distribution régulière et suffisante en matériel, médicaments et fournitures de soins utilisés dans le service, d'accord, pour s'assurer qu'il y ait une bonne gestion des infections liées aux soins. Veiller à une organisation de travail intégrante, les règles de prévention des infections associées aux soins, c'est les bonnes pratiques professionnelles. S'assurer que les distributeurs de savons liquides et des serviettes en papier soient régulièrement fournis. Informer le service de maintenance de tout problème nécessitant une répartition au niveau des bâtiments fissures, ce qu'elle a dit le professeur tout à l'heure. Donc, le rôle de cadre paramédical au niveau. Donc, le rôle de leadership. Donc, le point qui sera
pour préserver la sécurité de nos patients, c'est de jouer un rôle de maître, devra avoir la capacité de mener. Avoir la capacité, ça veut dire avoir des compétences. Avoir des compétences, ça veut dire avoir une formation continue, tout le temps actualiser les données pour bien intervenir, en quelque sorte. La capacité de mener ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre certains objectifs. On devra le meilleur objectif qu'on a à l'hôpital, c'est la satisfaction de nos patients. D'un paramédical, le but d'atteindre certains objectifs afin d'appliquer les règles d'hygiène hospitalière à la règle de l'art. C'est-à-dire, il y a une manière de le faire. Cette manière, lorsqu'on parle d'une manière à la règle de l'art, c'est une manière certifiée. Et toute chose certifiée, il n'est pas contre la science. Il va parallèlement avec la science. Donc, de jouer le rôle d'un apprenant en encadrant des stagiaires, en quelque sorte, donner naissance à un infini avec des qualités professionnelles qui visent la sécurité des soignants. La sécurité, ça veut dire la satisfaction, le bon soin, ainsi de suite. Le rôle de leadership est optimal dans l'évaluation des pratiques professionnelles. C'est-à-dire, c'est quoi ces pratiques professionnelles? C'est une démarche groupale, c'est une démarche accompagnée, groupale, instrumentée par des savoirs. Le but, c'est initier, c'est améliorer ces pratiques vers une meilleure prestation des soins et appliquer des pratiques de bonne hygiène, c'est-à-dire mettre nos pratiques à l'épreuve. Le cadre paramédical, il va signaler tous les défauts et c'est une démarche en quelque sorte de formation entre nous, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne devait pas faire, ainsi de suite. Le développement professionnel, c'est-à-dire le paramédical a le rôle de jouer le leadership à travers analyse des pratiques professionnelles. Il a un rôle d'intervenir afin d'améliorer les conditions d'hygiène hospitalière et de rejoindre la formation complémentaire à travers la cellule de formation. C'est-à-dire, au niveau de chaque hôpital, il y a une cellule implantée. Son président, c'est monsieur le directeur. Quel a pour but? C'est cette année, monsieur le ministre a initié tout un programme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à la base de savoir qu'est-ce qu'il manque, les sujets de préoccupation qu'on va valider chez le ministère et on va avant de discuter. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est une opportunité. Donc, car selon le statut particulier de chaque corps établissement, assure la formation continue selon le besoin. Notre établissement ou tout l'établissement ont comme objectif de faire former une formation continue. C'est une opportunité pour savoir ce qui nous manque dans le terrain et qu'on va discuter afin d'actualiser. C'est une opportunité pour le cadre de santé de savoir qu'est-ce qui nous manque. Donc, on va intégrer ce qui nous manque dans le programme de formation. D'accord? Donc, c'est une forme de développement, formation continue. Lorsqu'on se forme, ça veut dire l'actualisation de données. Par exemple, j'ai donné un exemple. À un moment donné, le Popinel était un outil de choix et de qualité pour la stérilisation. Maintenant, il n'y est plus. Pourquoi? Parce que la science a changé. Elle a donné naissance à d'autres instruments plus développés que notre Popinel. C'est pour cela, donc il faut toujours actualiser. C'est un facteur primordial. Donc, le rôle. Donc, la formation initiale. Donc, on a les APP, la formation continue et la formation initiale. La formation initiale devrait avoir un volume horaire plus élargi. C'est-à-dire, si nos professeurs, si on a un programme, exemple, un ATS, le corps des ATS de santé publique, ont un volume d'hygiène hospitalière de 30. Pourquoi pas avoir 60, 40, plus, c'est-à-dire un volume horaire plus élargi pour les gens dans le but d'acquérir, c'est d'acquérir des compétences et des technicités. Les compétences, technicité veut dire les bonnes pratiques professionnelles. D'accord? Donc, compétences et technicité sur ce domaine et qui sera cible essentiellement pour toute une population bien déterminée. Les aides-soignants, les femmes de ménage, les paramédicaux, ainsi de suite. Donc, pour développer les concepts déjà acquis, notre ministre compte beaucoup sur la mobilisation de tous les professionnels. Donc, tous les professionnels, et parmi tout, on a le cadre paramédical
qui est un acteur, c'est pas un acteur essentiel, un acteur de choix et de qualité, afin d'instaurer, parce qu'il a un projet dans sa tête, les bonnes pratiques professionnelles, qui demain, on aura un travail de choix et de qualité. Et lorsqu'on dit choix, qualité, ça veut dire jugement positif. Mauvaise qualité, ça veut dire choix négatif. Et j'ai déjà dit que notre système de santé est à l'épreuve. Donc, le comité lié à l'infection lié aux soins, implanté au niveau de chaque hôpital, du moment que le soin se trouve dans les services, et le premier responsable des soins, c'est notre ami le cadre paramédical. Donc, il faut que le comité lié aux soins, il faut en quelque sorte donner, c'est-à-dire avoir l'avis le cadre de santé afin comment dirais-je, fait l'inventaire des constats faits. Manque, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il manque pour améliorer. Donc, il faut que le CLEAS est implanté de chaque établissement de santé. C'est une instance de proposition et de proclamation consultative. Donc, on doit consulter. Pourquoi consulter? Pour améliorer. On a un taux d'infection élevé. L'année prochaine, on n'aura pas le même taux. Sinon, si aujourd'hui, cette année, on a un taux, l'année prochaine, on a un taux plus élevé. C'est-à-dire, soit on a choisi la mauvaise stratégie, soit on a l'aspect folklorique. Faire un client pour le faire. D'accord? Parce que c'est argumenté. Donc, pour cela, le cadre paramédical, il faut qu'il ait un acteur de cette institution consultative. Donc, en conclusion. Le temps, monsieur Tadjine. Le temps. Ouais, essayez d'être actif. En conclusion, l'hygiène hospitalière est une science. Et la science, ça s'apprend. Donc, associé à un état d'esprit lié au comportement. Un comportement, ça se corrige. D'accord? Des professionnels de santé, dont le but d'éviter certains risques, pour ne pas, l'hôpital devient un danger, devient un lieu de remède. D'accord? Pour mieux soigner. Donc, le soignant devra avoir des comportements d'ordre professionnel. Donc, pour instaurer certains pratiques scientifiquement, avec une dimension préventive, le cadre et le coordinateur devront participer d'une manière optimale dans la lutte contre les infections liées aux soins et faire valoir l'hygiène. Pour cela, il faut que le cadre de santé soit un encadrant, c'est-à-dire former, avoir un produit, il faut semer aujourd'hui pour récolter demain, semer les bonnes pratiques pour avoir des bonnes pratiques professionnelles. C'est la logique des choses. Un deuxième, être un leadership. Pourquoi? Pour évaluer les années de pratiques professionnelles. Nous sommes dans un hôpital où l'hygiène hospitalière se trouve à l'hôpital. Donc, on devra la pratiquer à l'hôpital. C'est pour cela, les pratiques évaluées, analysées des pratiques professionnelles. Le troisième point, c'est être membre de comité de formation continue à travers les besoins. On a un manque, on a besoin de formations ciblées sur la prise en charge des hémodialysés. On va initier un programme pour avoir des infirmiers spécialisés dans ce domaine. Pareil pour d'autres domaines. Bon, contribuer au sein de CLEAS. Et merci. Merci, M. Tadjine. Alors, pour être à la page, le cadre de la santé est un acteur primordial, un acteur essentiel qui contribue à la promotion de l'hygiène hospitalière. Merci, M. Tadjine. À vous la parole, mademoiselle Aïda. Au débat, le fait de débattre les communications des intervenants. Pour cela, j'invite les communicants, M. Zenaghi, M. Koudjiti et M. Tadjine à nous rejoindre, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous avez des questions à poser par rapport aux communications et aux intitulés présentés par
Monsieur Znegui, Koudjissi et Monsieur Tachi. Vous n'avez pas de questions? Ah oui. Bon, merci à tous les communicants qui ont présenté leur thématique. Bon, je vais poser la question à M. Koudjati. Monsieur Koudjati, je m'adresse à vous. Bon, vous avez traité un thème très important concernant le traitement des déchets radioactifs. Mais c'est-à-dire un thème de siècle, un thème parce que il y aura des futurs hôpitaux qui vont traiter des patients cancéreux avec radioactivité où le personnel il n'a pas de notions sur le tri et traitement des déchets. Bon, votre présentation, elle a présenté le tri, conditionnement et le stockage. Mais pour moi, j'ai constaté manque les moyens de précaution pour les manipulateurs des déchets radioactifs. À vous la réponse. Merci. Je vous remercie, mon frère, pour cette belle intention concernant les recommandations en sens de radioprotection, concernant la gestion des déchets radioactifs. Donc, c'est vrai que ça veut dire le planning national concernant les centres, ce qu'on appelle les centres anticancéreux, bien actuellement ce qu'on appelle les centres la lutte contre le cancer. Ça veut dire qu'il y a l'installation au niveau de Bichat, je pense de Uruguay. Donc, il faut penser à cette bonne initiative de bien se... Et les choses avec notre sous-direction de formation à monsieur, je le remercie infiniment, monsieur Fiala et son équipe. Ça veut dire sur l'intention, la vision, ce qu'on appelle la vision stratégique concernant la formation continue. Donc, on est là pour collaborer, d'établir des formations continues dans le sens de notion de radioprotection. Donc, ce qu'on appelle, c'est des gens qui manipulent les produits radioactifs, c'est ce qu'on appelle les DATR, c'est des gens qui manipulent. Donc, chaque établissement, lorsqu'il y a instauration ou d'installation d'un service qui manipule les produits radioactifs, soit à usage thérapeutique ou bien à usage même palliatif, hein, parce que le traitement de la douleur, actuellement, il y a un isotope qui est performant, très efficace concernant le samarium. Parce qu'actuellement, si vous posez le problème de traitement de la douleur, nos médecins, nos praticiens, ils se trouvent dans un obstacle. Qu'est-ce que je vais faire devant cette pathologie, cette douleur? Actuellement, les pays développés, actuellement, on pense au traitement de la douleur. Ça veut dire la prise en charge de ce qu'on appelle les bonnes prestations de services qui prend même la douleur. Ça veut dire dans le sens des thérapies palliatives. Et le leadership, c'est le samarium. Donc, l'établissement de santé ou bien le non-gestionnaire, parce que la management, c'est quoi? La management, c'est en anglais, la gestion en français. Donc, nos gestionnaires, lorsqu'il y a l'installation d'un service de rang qui manipule les isotopes ou bien les produits radioactifs, ils ont incité à faire une formation dans ce sens en notion de radioprotection
il invite des instances, soit la Comena ou la CRANA au niveau de notre pays, qui sont des gens bien informés, le sens. Sinon, de recruter une personne compétente, le sens des personnes compétentes qui gèrent ce qu'on appelle des radioprotectionnistes, qui ont des notions bien précises concernant cette. Je pense que j'ai bien répondu à votre question et je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Kouzissi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Oui. Professeur Amhis, intervenir. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais remercier tous les intervenants pour leur excellente présentation. Ce sont des thèmes vraiment très pertinents. Et si on voit les trois interventions, la formation continue est le socle. Comme je l'avais dit ce matin, elle est le socle. Alors, ça serait bien, puisque nous avons Madame la directrice de la formation du ministère de la Santé, ça serait peut-être bien de rendre obligatoire ces formations. Parce que moi, je vois que parfois, quand on organise des formations, les gens ne viennent pas. Il faudrait peut-être penser à des espèces de crédits, comme ça se fait ailleurs, des crédits pour la promotion et du personnel paramédical et du personnel médical, de manière à ce qu'ils soient formés de façon continue, parce que la médecine évolue. Elle évolue tous les jours et il faut absolument, le corps soignant, c'est une obligation. Il faut que le corps soignant actualise ses informations, ses données et ses connaissances régulièrement. Vous voulez intervenir, Madame Khaled? À vous la parole, madame. Alors, je vais remercier d'abord l'ensemble des communicants qui ont participé avec motivation pour la réussite de cette journée. Je les remercie pour l'ensemble qui sont venus parmi nous aussi. Je vais dire juste au professeur Amhis que l'idée de lier l'évolution de carrière de tous les professionnels de la santé à la formation continue existe déjà. Et on est en train de réfléchir et de créer des textes d'application de la loi de santé. Parce qu'en fait, la nouvelle loi sanitaire du 18-11 a évoqué l'idée de la formation continue qui n'a jamais existé auparavant. Donc, même aujourd'hui, on est en phase finale de la révision du Code général de la fonction publique, dans lequel nous avons insisté sur l'idée de rejoindre ou en quelque sorte lier l'évolution de carrière à la formation continue. Donc, votre proposition et votre réflexion tombe du moment où la stratégie du ministère de la Santé aujourd'hui vise l'amélioration et l'actualisation permanente des connaissances de l'ensemble des professionnels de la santé. Donc, c'est carrément pris en charge et j'espère aussi que les choses vont aller très vite avec les services concernés parce qu'on ne travaille pas tout seul, c'est pas la santé exclusive, c'est pas uniquement la santé qui travaille dessus, mais aussi les partenaires, ceux de la fonction publique et aussi le secrétariat général du gouvernement, qui sont en train de travailler avec nous pour peaufiner et finaliser au fait les textes réglementaires qui vont être mis en exécution, en application dès que possible. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci la directrice de formation de la santé publique d'avoir donné plus d'éclaircissement à notre professeur Amhis. Ça tombe bien, donc il y a sur chat, il y a une question qui vient d'être posée. Il faut songer à la formation de l'hygiène, car l'hygiène est un petit peu oubliée, non? Je dirais que ce genre d'événement scientifique qui regroupe les professionnels de la santé pour but, c'est d'avoir actualisé tout ce qui est nouveauté sur le plan d'hygiène hospitalière. Alors, s'il y a d'autres questions pour nos intervenants,
Oui, le monsieur. Voilà, oui, bon, le baladeur. Présentez-vous, monsieur, ça. السلام عليكم جميعا. قبل شويه j'ai demandé à professeur Ahmed de me répondre à une question. Présentez-vous. Monsieur Kibi Mohamed, coordinateur de l'IGC4 au niveau de CHU. CHU, Oran. Oui. J'ai proposé à professeur Ahmed de me répondre à une question dont on utilise le formol qui est interdit par l'OMS, je pense, dans les civilisations de Chine. Monsieur, oui. La question a été bien définie. S'il y a des questions pour les intervenants, professeur Amhis, elle est notre professeur. Vous pouvez la contacter tout le temps. Mais pour les intervenants, on essaye d'ajouter le temps, si vous permettez. Merci, ça. Il y a des questions, mesdames et messieurs? Apparemment, il n'y a pas de questions. Voilà. Nous souhaitons. Il y a une question. Salam alaikum. Alors, Wahiba Ben Nasser, psychologue coordinatrice CHU d'Oran. Très contente d'être parmi vous et très honorée par les communications des intervenants, même pour les interventions des personnes qui ont posé certaines questions. Donc, voilà, je voudrais revenir et très rassurée par rapport à ce qu'elle a dit, Madame la directrice de la formation de la tutelle, lier cette évolution de carrière avec la formation continue. Donc voilà, ça me fait plaisir personnellement. Mais je voudrais attirer, je sais qu'il y a des choses qui se font dans un autre cadre, dans le présentiel, en présentiel, des formations pour des petits groupes, des groupes de pilotes. Mais j'aimerais bien que ça se renforce cette approche pour que ça soit un peu plus interactif, plus convivial et on assimile, l'ancrage, il sera meilleur. Ce qui se fait dans les visioconférences, dans les thématiques d'aujourd'hui, dans le cadre des journées, c'est très important. Au moins, on a l'information. Mais pour la partager au sein des équipes de soignants, ça serait bien d'aborder ces questions, ces approches. Donc voilà, sans trop tarder, je voudrais dire merci à tout le monde. Je voudrais dire aussi merci à Madame Aous et Monsieur Fiala qui m'ont invité. Aous l'a nominé sur 87 projets, nominé des finalistes dans le projet du challenge organisé par le Sarl Nefseyatek. Donc, j'étais membre du jury. Donc, merci à tous et à toutes. Merci à vous, madame. Donc, espérons que cet événement a été précieux par l'ensemble des intervenants. J'invite monsieur Fiala à prendre la parole. Je vous remercie tous. Donc, vous pouvez rejoindre. Merci. شكرا للجميع، شكرا على حسن الانتباه. الآن أدعو السيدة مدير التكوين لاختتام هذه الدورة التكوينية الوطنية للتمريض. فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر جميع الحضور على تلبية دعوة وزارة الصحة ودعوة ولاية وهران من أجل هذا اليوم لننجح بفضل حضوركم معنا. أشكر جميع من ساهر على تحقيق هذا اليوم الدراسي اللي رانا نشوفوه حنايا بمشاركتكم ناجح. نتمنى التوفيق ونتمنى أنه استفدتوا بمحتوى المداخلات، جميع المداخلات. لنا لقاءات أخرى في عدة تخصصات أخرى طبية، أخصائيين نفسانيين، بيولوجيين، شبه طبيين مرات أخرى. نلتقيكم إن شاء الله في ظروف أفضل. ونشكر الجميع، نشكر المحاضرين، نشكر المنظمين، نشكر المسؤولين تاع ولاية وهران على حسن استقبالهم لنا. إن شاء الله يلاقينا ربي في ظروف أفضل ونكونوا كامل بخير وعلى خير. شكرا لكم وعلى مكان.